Cet épisode est sponsorisé par l'arme ultime contre la censure et les vilains qui en veulent à vos données. Oui, cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Pour en savoir plus, rendez-vous à la fin de la vidéo ou sur nordvpn.com/notabene. Bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Des dictateurs, l'histoire en est malheureusement remplie, et les formes qu'adopte leur règne sont souvent similaires. Comparer les méthodes et façons de faire des despotes peut alors révéler d'importants enseignements pour les citoyens que nous sommes. Bon, déjà, de quoi on veut parler lorsque l'on parle de dictateur? Si le terme avait un sens très précis, particulier dans l'histoire politique romaine, eh bien il recouvre depuis une notion bien plus large, celui d'une personne étant à la tête d'un État autoritaire, s'appuyant sur la répression et l'absence de contre-pouvoir. Et c'est dans ce sens que j'utiliserai ce mot tout au long de l'épisode. Ce que nous montrent les exemples historiques, c'est que n'est pas dictateur qui veut, et il ne suffit pas d'être très méchant et de posséder une jolie moustache pour se maintenir au pouvoir. Les dictateurs utilisent des ficelles particulières, plus ou moins subtiles d'ailleurs, pour convaincre leur population qu'ils sont les plus qualifiés pour exercer le pouvoir. Voici donc 8 conseils à suivre tirés de l'histoire si un jour vous comptez régner sans partage sur le monde. Leçon numéro 1, revendiquer un passé glorieux. Arrivé au pouvoir par un coup de force en 1922, Benito Mussolini cherche à s'affirmer comme un homme fort et il trouve dans les ruines de la civilisation romaine ce dont il a besoin. Mussolini entreprend de vastes fouilles archéologiques dans le centre de la Rome antique. La zone des forums impériaux est dégagée au prix de la destruction d'une partie de la ville médiévale. Une avenue est aménagée au milieu des forums pour relier le Colisée à l'est à la résidence personnelle du Duce à l'ouest. Mussolini fait aussi construire de nombreux bâtiments inspirés des monuments antiques. Le plus célèbre est le palais de la civilisation italienne, prévu pour l'exposition universelle de 1942, et qui reprend sous forme d'un cube de béton armé la succession d'arcades du Colisée. Le programme politique de Mussolini est tout entier tourné vers l'Antiquité. Ne serait-ce que le nom du mouvement fasciste, qui fait écho au faisceau d'électeurs romains des gardes de magistrats, emblème de pouvoir. Le projet viriliste des fascistes se base sur une vision idéale de l'Antiquité et des vertus éternelles du peuple italien, naturellement destiné à régner sur ses voisins. Mussolini, après avoir conquis l'Éthiopie en mai 1936, dans un discours resté célèbre, va même jusqu'à annoncer la refondation de l'Empire romain. Il se rêve en nouvel impérator, et ce projet séduit beaucoup d'Italiens déçus de leur victoire amputée lors de la Première Guerre mondiale. Renouer avec un passé glorieux dont on gomme au passage tous les aspects indésirables pour ne garder que les éléments positifs permet d'oublier la loose de la situation actuelle. Ne pouvant pas trouver une solution à tous les problèmes de son époque, Mussolini propose à son peuple d'imaginer une grandeur et un succès aussi brillant que celui de l'Empire romain. Leçon numéro 2, devenir un dieu vivant. Une bonne façon de convaincre les foules de vous laisser abuser tranquillement de tous les pouvoirs est de les persuader que vous êtes un dieu vivant, ou, au pire, un de ses envoyés directs. Auguste, premier empereur de Rome, pour éviter de subir le sort de son père adoptif César, assassiné pour tyrannie, a su, petit à petit, répandre l'idée qu'il était un dieu. Rien que ça. Après tout, il est le fils adoptif de César qui disait descendre de la déesse Vénus, et dans le monde romain, on peut être dieu par adoption. Eh ouais. Auguste cultive son image de surhomme, restaurateur de la paix et de l'ordre républicain. Il fonde même une vraie sous-religion, le culte impérial, qui est associé au culte de la déesse Rome. Ce culte de l'empereur devient la première religion obligatoire sous peine de mort. Ceux qui ne veulent pas se sacrifier en l'honneur de l'empereur, comme les chrétiens, seront persécutés. Les empereurs successifs, tous fils symboliques d'Auguste dont ils reprennent le nom dans leur titre officiel, continuent à se diviniser de manière à profiter eux aussi de ce moyen de propagande efficace. Autre temps, même méthode dans l'Iran contemporain. La République islamique d'Iran, née de la révolution de 1979, est gouvernée par un guide spirituel, sorte de dictateur-pape, qui contrôle que les décisions sont conformes aux textes religieux. Ce guide spirituel aurait été parfois considéré comme la réincarnation du 12e imam de la tradition musulmane chiite, majoritaire en Iran. L'ayatollah Khomeini, l'homme qui accède à ce poste en 1979, fait alors figure de véritable guide, et son règne est perçu par beaucoup de croyants comme l'annonce tant attendue de la fin des temps. Beaucoup d'Iraniens seront même surpris à l'annonce de sa mort en 1989, l'ayant cru immortel. Le stratagème de se faire passer pour un dieu vivant, il est un peu gros, mais jusqu'à nos jours, il faut avouer que ça marche.
Et pour nuancer un peu, dites-vous que sans aller jusqu'à être un dieu vivant, renforcer un culte de la personnalité qui est assez fort, c'est déjà un signe qui ne trompe pas dans une dictature. Leçon numéro 3, acheter la paix sociale. La dynastie Al Saoud règne d'une main de fer depuis bientôt un siècle sur un pays qui porte son nom, l'Arabie Saoudite. Indirectement aidés par les Britanniques qui déclenchent pendant la Première Guerre mondiale une grande révolte arabe pour prendre à revers les Ottomans, les Saouds profitent du désordre et des conflits entre clans rivaux pour établir leur pouvoir sur toute l'Arabie en 1932. La méthode employée par cette succession de rois, mis à part la propagande religieuse, est d'inonder la société de pétrodollars. À partir des années 1940, l'exploitation massive des gisements de pétrole permet à l'État saoudien de s'enrichir considérablement. Pendant des décennies, le royaume avait l'État-providence le plus généreux de la planète, grâce à cette richesse colossale et à une population encore très peu nombreuse. L'Arabie saoudite n'imposait tout simplement aucun impôt et accordait des prêts immobiliers sans demander d'intérêt, puisque le prêt à intérêt est interdit dans l'islam. Totalement dépendant des prix du pétrole, ce système est toutefois très fragile et une baisse des prix un peu trop durable peut détruire tout l'édifice. Après 2014 et la chute des cours du pétrole, cette politique de largesse envers la population a dû être revue à la baisse. Il faut aujourd'hui s'inscrire sur une longue liste d'attente pour bénéficier d'un prêt, et de nombreuses taxes ont été mises en place sur les cigarettes par exemple, ou encore une TVA à 5%. Ces transformations et la difficulté d'accéder au logement génèrent un mécontentement croissant contre le régime. La méthode de l'État-providence est donc particulièrement efficace dans les périodes où tout va bien pour le pays, puisqu'elle noie sous un confort matériel toute tentative de critique. Mais soumise aux aléas de la demande et de la concurrence internationale, elle peut également piéger le régime dans une crise économique et sociale. On comprend alors mieux la frénésie avec laquelle toutes les monarchies du Golfe arabo-persique, dépendantes du pétrole, tentent de diversifier leurs sources de revenus. Tourisme, sport, culture, transport aérien, etc. Leçon numéro 4, museler l'opposition. Une méthode employée par la plupart des dictatures, c'est de censurer l'opposition. Hitler est sans doute celui qui a poussé le procédé à son paroxysme. Dès son arrivée à la chancellerie le 30 janvier 1933, il s'emploie à supprimer tout discours alternatif à celui du nazisme. Il a recours pour ça à toutes les fourberies, y compris le complot et la falsification. L'exemple emblématique qui illustre cette volonté est l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand, dans la nuit du 27 au 28 février 1933. En effet, l'hypothèse la plus admise aujourd'hui serait que les hommes de main des nazis auraient mis le feu au bâtiment. Suite à quoi, ils arrêtent un jeune homme qu'ils auraient manipulé et qui deviendra le bouc émissaire idéal. Ce jeune homme, un communiste hollandais nommé Marinus van der Lubbe, est chargé de l'entière culpabilité de l'attentat. Hitler fait d'une pierre deux coups. Le parti communiste allemand, plus farouche adversaire du parti nazi, est interdit. Et le climat de peur sur fond de terrorisme est une merveilleuse occasion de supprimer les libertés individuelles. En prenant prétexte de garantir la sécurité des Allemands dès le lendemain de l'incendie, Hitler interdit la liberté d'expression, de la presse, de réunion et autorise les arrestations et perquisitions sans motif. Les mois qui suivent, Hitler poursuit son programme. Le parti nazi devient le seul autorisé en Allemagne. Les journaux ne publient uniquement que des textes approuvés par le gouvernement et des images du chef en majesté. Les juifs sont fortement persécutés, on lave le cerveau des enfants dans les rangs des jeunesses hitlériennes. Plus aucune voix ne doit s'élever contre l'État hitlérien. Le discours d'Hitler devient le seul possible. La critique est tellement interdite dans le régime nazi que même au plus haut niveau de l'État, on n'ose généralement pas avouer au Führer que ses décisions sont mauvaises. Cette mauvaise communication, elle aura des conséquences pendant la guerre, puisque les généraux préfèrent souvent conforter Hitler dans ses choix plutôt que de le contredire et de risquer la disgrâce. Leçon numéro 5, s'assurer du soutien de l'armée. L'usage de la force permet au dictateur de se maintenir au pouvoir, mais il peut aussi servir à le faire chuter. Dans les dictatures, l'armée est souvent le pilier central de l'État. Les militaires font régner l'ordre en réprimant toute opposition. Mais ils peuvent aussi, en cas de désaccord au sommet, envisager d'employer ces moyens pour organiser un coup d'État militaire. Certains dictateurs sont particulièrement conscients de cette éventualité et redoutent par-dessus tout d'être trahis par leurs généraux. Et ça peut même aller jusqu'à une certaine forme de paranoïa généralisée, comme pour le camarade Staline. Staline est arrivé au pouvoir en URSS après la mort de Lénine, en écartant tous les autres hommes forts du Parti communiste.
Au moment où Staline prend les rênes du pouvoir, l'État soviétique est un État récent, né sur les ruines de la Russie tsariste. La plupart des officiers compétents sont des hommes qui ont servi le précédent régime. Staline, qui est passé maître dans l'art de l'intrigue pour éliminer ses opposants ou s'attacher leur soutien, craint qu'un personnage aussi habile que lui utilise la formidable machine qu'est l'armée rouge pour lui nuire. En 1936, après une dizaine d'années au pouvoir et dans un contexte de tensions croissantes en Europe, Staline entreprend de faire le tri dans les cadres de l'armée et plus largement dans tous les rouages de l'État et de la société soviétique. Et quand on dit faire le tri, c'est pas à coup de licenciement négocié. Les années 1936 à 1938 sont restées dans l'histoire comme celles des grandes purges ou de la grande terreur. En 2 ans, plus de 700 000 personnes sont exécutées sommairement. En ajoutant les morts en prison ou au goulag, ces purges représentent probablement près de 2 millions de morts. Parmi eux, les commissaires politiques de l'armée, commandants de régiments, enseignants d'écoles militaires, et même 14 des 16 généraux de l'armée rouge. À leur place, Staline fait promouvoir des hommes qui lui doivent tout et qu'il estime donc moins susceptibles de le trahir. Problème, les soldats soviétiques sont mal formés et mal encadrés, les chefs inexpérimentés et totalement soumis à Staline, ce qui a causé de nombreuses défaites soviétiques. En effet, ces grandes purges sont l'une des raisons de la faiblesse de l'armée rouge, bien visible lors de la tentative d'invasion de la Finlande et plus encore au moment de l'attaque de l'Allemagne nazie. Cet effroyable massacre des grandes purges a néanmoins permis à Staline d'être craint de tous et a participé à son maintien au pouvoir jusqu'à sa mort. Leçon numéro 6, savoir simuler une démocratie. Arrivé au pouvoir par une élection présidentielle en 1848, le neveu de l'empereur Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, décide, en voyant la fin de son mandat approcher, de faire un coup d'état militaire pour garder le pouvoir. C'est la fin de la Deuxième République française et donc le début du Second Empire. Mais celui qui se fait désormais appeler Napoléon III a bien compris que les Français se sont pris de passion pour les élections. Pas question donc de plonger le pays dans une dictature rigide sans participation citoyenne qui ne manquerait pas de déclencher une forte contestation contre lui. Napoléon III adopte en réalité un système ingénieux de dictature prenant les apparences d'une démocratie. Le Second Empire maintient par exemple les élections législatives. Ce sont les élections les plus importantes dans un régime démocratique car elles permettent aux citoyens d'envoyer des représentants directs qui votent les lois à la capitale. Toutefois, pour s'assurer du bon résultat des élections et ne pas se retrouver avec une assemblée d'opposants, le régime impérial s'arrange pour que certains candidats soient favorisés. Le nom du candidat qui soutient l'empereur et son gouvernement est précédé de l'appellation « candidat officiel ». Et les maires doivent inciter les citoyens à voter pour eux. Ajoutez à ça une population encore en partie analphabète, l'absence de vote à bulletin secret, la censure de la presse et l'interdiction des réunions politiques, et vous tenez le parfait cocktail pour manipuler à votre guise les élections. En plus de ça, l'empereur utilise par 2 fois le plébiscite, ce qui signifie littéralement l'approbation par le peuple, ce que nous appelons aujourd'hui le référendum. Et pour le coup, les votes sont engagés sur des sujets pour lesquels l'issue est sans aucun suspense, comme le rattachement à la Savoie par exemple, ce qui donne aux citoyens la parfaite illusion de participer aux réformes du pays, ce qui est plutôt habile. Leçon numéro 7, déclencher une guerre. Sans doute l'un des procédés les plus anciens et les plus efficaces si on calcule bien son coût, déclencher une guerre. La guerre est un merveilleux moyen de détourner la colère des foules. L'ennemi devient le bouc émissaire de toutes les peines. En temps de guerre, la propagande exhorte le peuple à faire bloc derrière son chef, qui devient le symbole de la combativité nationale. Si la guerre est gagnée, le dictateur sera auréolé d'un prestige militaire et pourra bénéficier longtemps du titre de triomphateur de l'ennemi. On aurait pu prendre des dizaines d'exemples, Napoléon Ier, Ramsès II, Genghis Khan. Mais le plus manifeste reste sans aucun doute, encore une fois, ce cher Benito Mussolini. Le Duce profite de l'avantage technologique dont dispose son armée en 1935 pour envahir l'Éthiopie, seul territoire africain qui avait échappé à la conquête coloniale européenne. L'Italie avait échoué à la fin du 19e siècle à conquérir l'empire éthiopien, et Mussolini parvient cette fois à prendre la capitale et imposer la domination italienne, bien qu'elle reste assez précaire face à la farouche résistance éthiopienne. La propagande italienne fait ensuite étalage de la grandeur du chef. Mussolini est rendu seul artisan ou presque de cette glorieuse conquête. Le stratagème a fonctionné, le bénéfice politique est immense pour le dictateur. Ce procédé peut d'ailleurs être utilisé dans les États démocratiques. Bah ouais, quoi de mieux que le prestige d'une victoire militaire comme argument de campagne pour une réélection.
Mais ça a quand même un inconvénient, c'est qu'en cas de défaite, le dictateur joue carrément son poste. Et c'est arrivé à Napoléon III, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Lui, il pensait remporter une victoire rapide, alors il va déclarer la guerre à la Prusse en 1870, et il part même diriger lui-même le front pour avoir l'air d'un grand stratège. Manque de bol, il est fait prisonnier sur le front, et à Paris, on en profite pour proclamer la République. Game over. Leçon numéro 8, soignez les apparences. Si vous avez suivi tous ces conseils, n'oubliez surtout pas la dernière étape, sans doute la plus importante. Un chouette surnom et surtout un chouette costume. Quoi de plus pratique pour se distinguer du tout venant que de se faire appeler le Roi Soleil ou le Guide Suprême ? Quoi de mieux pour briller en société qu'un uniforme de maréchal ou une toque en peau de léopard comme Mobutu, l'empereur autoproclamé du Zaïre dans les années 1970 ? Soigner les apparences permet de faire comprendre d'un simple coup d'œil que vous n'êtes pas n'importe qui et que vous détenez naturellement le don de diriger les autres. Ce doit être l'inverse absolu du président normal. Il faut y aller à fond. Mes préférés ? Grand dirigeant pour Kim Il-sung en Corée du Nord, sobre et solennel. Papa Doc pour François Duvalier en Haïti, un tantinet paternaliste tout de même. Mais surtout, le génie des Carpates pour Ceausescu en Roumanie, mégalo et exotique à la fois, c'est imparable. Une fois choisi un beau surnom et un beau costume, on peut agrémenter son règne d'un grand palais. Il va notamment servir à étaler sa richesse et à impressionner toute personne ayant à rencontrer le dictateur. L'exemple parfait reste le château de Versailles, mais il en existe partout. Cité interdite à Pékin, palais impérial de Vienne, Kremlin de Moscou, Grand Palais de Constantinople, Alhambra de Grenade, etc. Ne négligez pas non plus votre tombeau, que bien sûr vous ferez construire durant votre vivant. C'est tout simplement la plus vieille recette de la dictature, rien de mieux pour épater la galerie, et pour qu'on se souvienne de vous pendant très longtemps. Pensez à la pyramide de Khéops. 4500 ans de rentabilité. Là encore, la méthode est connue. Mausolée d'Halicarnasse, mausolée d'Akbar en Inde, d'Auguste à Rome, etc., etc., etc. On récapitule ces 8 conseils. Pour devenir un bon dictateur, il faut revendiquer un passé glorieux, devenir un dieu vivant, acheter la paix sociale, museler l'opposition, s'assurer du soutien de l'armée, savoir simuler une démocratie, déclencher une guerre, soigner les apparences. Vous l'avez compris, ces conseils sont bien entendu cumulables, et les dictateurs dont nous avons parlé tout au long de l'épisode additionnent plusieurs de ces astuces pour maximiser leurs chances. Si vous voulez vous lancer dans la carrière de dictateur, essayez d'en appliquer le plus possible. Mais attention quand même, parce que toutes les explications que je viens de vous donner peuvent aussi être utilisées par votre peuple pour vous démasquer et vous neutraliser. C'est le problème majeur des leçons d'histoire, ça rend méfiant quand on cherche à vous enfumer. D'ailleurs, un certain nombre de démocraties utilisent également les ficelles que nous venons d'aborder. Étonnant. Ou pas. Parce qu'en réalité, ce qui caractérise les dictatures, c'est la recherche du pouvoir, et qu'on le veuille ou non, en démocratie aussi, des individus et des groupes cherchent à l'obtenir, ce pouvoir. Eh ouais, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous l'ai annoncé en début d'épisode, ce dernier est sponsorisé par NordVPN, le partenaire de l'émission depuis un bon moment déjà. Et ça tombe bien parce qu'un VPN, ça sert quand même vachement quand des méchants veulent vous empêcher d'avoir accès à du contenu sur le web. NordVPN, c'est un service pour ordinateur et téléphone portable qui vous permet de chiffrer vos données pour les protéger sur Internet. Donc ça permet de contourner certaines censures ou de télécharger certains fichiers en toute sécurité, ou encore de vous mettre à l'abri quand vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics, ce qui est plutôt pas mal. Avec NordVPN, vous pouvez loguer jusqu'à 6 machines Android, iOS, Windows ou Mac sur un seul compte. Vous protégez sur les réseaux peer-to-peer et profitez d'un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, vous avez un mois d'essai gratuit et si vous n'êtes pas content, il vous rembourse. Alors ça vaut le coup d'essayer si vous n'avez pas encore craqué après les nombreuses campagnes NordVPN sur le net. Pour ce partenariat, NordVPN vous propose une réduction de 70% si vous prenez un abonnement de 3 ans, ce qui vous revient à 3,17€ par mois. Pour bénéficier de l'offre de réduction, je vous invite à aller sur nordvpn.com/notabene et si vous rentrez le code notabene sur le site de NordVPN, vous avez un mois gratuit en plus. Je vous remets toutes les informations en description. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à Lucas Pacotte pour m'avoir aidé à le préparer. On se retrouve très vite sur Nota Bene, salut.